j'en reviens avec le projet vraiment bien arrêté de faire ce que j'ai envie de faire de ma vie, être prof. Mais ça, c'est comme vous, être journaliste. Et j'aimais bien dire après, être maître d'école, c'est un beau mot qui a disparu. Les instituteurs maintenant s'appellent professeurs des écoles. Moi, je voulais être maître d'école, hein, et j'avais tout fait pour. Et au même moment, je prends pied dans la vie civile et professionnelle. Un petit drame éclate à l'école. Il y avait pour former les étudiants de première année un couple, et déjà je vous parle de l'histoire de l'école, de l'esprit de l'école. Les travaux des premières années étaient corrigés alternativement par un professeur de lettres et un journaliste professionnel. C'est pas idiot. Or, le couple avait éclaté. Tout va bien là? Oui. Ça, c'était fâché tout rouge, l'un contre l'autre. Et le directeur de l'époque, Robert Hénard, avait dû reconstituer ce couple, à partir de zéro. Alors, ils ont trouvé un journaliste professionnel, et ils ont cherché un prof de lettres, et c'est pas moi qu'ils sont venus chercher d'abord. J'étais un petit bonhomme de 24 ans qui revenait tout juste de son service militaire. On a frappé à un certain nombre de portes. Alors là, je peux détailler, je peux faire la version shortissime ou la version plus détaillée. On a d'abord été chez un professeur du collège des Jésuites, parce qu'on comptait sur le prof de lettres pour enseigner la grammaire, etc. Tout ce qui est... bon, on n'a pas envie de donner suite. On a été en voir un autre qui avait envie, là, depuis toujours, de devenir moine. Ah oui, non, je n'accepte pas non plus. Il me dit, mais il y a un type qui pourrait faire l'affaire, c'est Deleforge qui revient de l'armée. Et j'ai reçu ça, et j'ai été la moitié du binôme. Et je dois dire, enfin, sans me vanter, ça a bien marché. Or, l'école était à une phase de son développement, et voulait étoffer ses cadres, et c'est là qu'on a fait appel à moi. Donc 57, je suis chef de travaux pratiques, et je viens tous les 15 jours, et 59, j'ai un premier contrat de travail. Comme professeur de lettres? Non, à ce moment-là, non, c'est compliqué. Professeur de français, c'est un titre que je me suis donné vers la fin de ma vie professionnelle. À l'époque, on est à un moment de développement, et l'école, c'est un directeur et un fauteuil Voltaire. Je le dis dans le livre, d'ailleurs. Et ça devient lourd pour un seul directeur. Et on l'autorise, attention, on est dans la Cato, hein, à l'époque, on l'autorise à recruter un adjoint. Et il recrute un adjoint pédagogique, c'est moi. Mais l'adjoint pédagogique, ça ne me convenait pas du tout comme dénomination, parce que, au respect que je vous dois, l'adjoint pédagogique à l'école maternelle, c'est celui qui torche les culs. J'avais des prétentions plus élevées. Et alors à ce moment-là, j'ai suggéré... c'est rigolo parce que le conseil d'administration de l'époque, il y avait des tas de gens qui étaient sortis de l'enseignement privé. Et dans l'enseignement privé, dans les collèges où ils étaient, ça s'appelait un préfet des études. Mais préfet ne me plaisait pas non plus. Donc je suis à l'origine de directeur des études que j'ai porté. Tout en gardant mon enseignement qui était le cœur de mon activité, et que j'ai exercé donc le plus longtemps possible. Et l'école se réorganise, se donne les moyens, et donc elle se donne un conseil d'administration, dont le premier président est Joseph Fontaine.
un président à Rennes, car Fontaine était toujours, il n'est plus de ce monde, mais il était breton, et il y a maintenant une bourse Fontaine, qui est une initiative des anciens, et qui contribue au financement d'une scolarité un peu chérotte. Tout le monde le dit, mais c'est comme ça. Et donc on a essayé pendant un temps, alors donc conseil d'administration qui nomme un directeur et qui organise son équipe. Ça. Et à un moment on a vu qu'un président à Rennes et une école à Lille, et donc il y a eu un vice-président, Jules Clohart, qui ensuite deviendra président à part entière. Et ça a été l'école des grandes années mouvementées, l'école des grandes réussites, et puis l'école aussi des difficultés, mais on y viendra. « 59-60, c'est les grandes années, ça. Hein. Je revois, j'ai pas besoin de l'annuaire, mais je peux le prendre. Je revois Marie-France Motin en 1963 me demander l'autorisation, parce que là, depuis ce moment-là, je suis devenu directeur des études, hein, d'aller à Paris pour l'enterrement d'Édith Piaf et de Jean Cocteau. Je revois ça. Et je revois ça, c'est un petit élément, quoi, mais ça vit énormément. C'est à ce moment-là qu'on a un certain nombre d'illustres. Jacques Bertin, c'est ces années-là. Jusqu'à la 40e promotion, qui compte en son sein un certain nombre de gens bien connus, dont Loïc Hervouette, qui sera ensuite trésorier de l'association, et puis directeur de l'école bien plus tard qu'il ne l'aurait fallu. Ce qui est merveilleux, c'est de voir que ces noms vous sont familiers. Vous ne les entendez pas pour la première fois. Alors les locaux du 60, je vais pas, c'est presque rien, quoi. Hein. D'ailleurs, pour un anniversaire, je ne sais plus lequel, le 70e, je crois, on a posé dans les locaux de la Cato une petite plaque commémorative. Il y avait un petit escalier qui montait au premier. Là, il y avait le bureau du directeur, la canarothèque, mon cher Jérôme Bibdoc, je crois, n'a jamais cherché, ou peut-être il n'a jamais réussi à remettre le mot en circulation. Personne dit la canarothèque. C'est dommage, c'est dommage. Vous ferez quelque chose pour ça. C'est un hôtel de maître. Il y a un escalier d'honneur en marbre qui va au premier étage, là où j'ai mon bureau, à côté des cabinets. Et ensuite, pour aller au deuxième étage, c'est l'escalier du petit personnel. C'est pas du tout le même confort pour les gens, je me souviens de ça. En bas, il y a une salle qui est la salle de la première année. À l'étage, au premier étage, il y a la salle de la deuxième année, la salle de la troisième année, et pas plus de locaux audiovisuels que de beurre en manche. On a construit le premier studio radio à l'époque, vers la fin de notre séjour 67. Ça va, vous êtes contente de votre interlocuteur? Moi, je suis très content de mon interlocutrice. Tant mieux alors. Mais 70, il y a deux corps qui se heurtent. Et là, on a passé de mauvais moments. C'est à ce moment-là que l'école est bruyamment fermée. Et puis, il y a eu une erreur de la part des... mais qui n'en fait pas. Vous savez qu'on a vraiment monté haut. Hein. Les étudiants avaient décidé, les 70, d'occuper les locaux. C'est remonté jusqu'au ministre. Et ça avait démarré avec un refus de faire un contrôle de connaissances qu'on appelait à l'école, à l'époque, des sondages.
Et on a mobilisé, qui était ministre de l'Intérieur déjà à ce moment-là, je ne sais plus, mais la préfecture de police de Lille a pris les ordres au ministère, de savoir ce qu'il fallait faire. Et là on en a... je me surveille parce que quand je me sens bien, c'est comme Paul Valéry, hein, qui était éminemment distingué dans sa poésie, mais il était grossier comme un cochon dans la vie. Il arrive quelquefois que des gros mots viennent et je préfère qu'ils n'apparaissent pas quand même dans un document promis à la postérité, mais on en a chié, voilà, clairement. Et on a réussi à faire repartir l'école. Et il faut dire aussi qu'à ce moment-là, là je suis précautionneux, mais Robert Hénard prend de l'âge. Et entre des gens de 20 ans et ce monsieur qui prend, qui en a combien à l'époque, 60, enfin bref, ça va plus. Et Momo, pour employer un diminutif qui vous est familier, il est coincé entre l'arbre et l'écorce, entre des étudiants avec qui il éprouve beaucoup de sympathie et une direction qu'il entend servir loyalement. Ce que j'ai fait, je crois, ce que j'ai fait. Mais il y a eu tout un mouvement pour accélérer quand même le départ de Robert Hénard, et c'est à ce moment-là que Bourges entre en scène. Il y a deux choses indissociables. Bourges a servi l'école, incontestablement. Il est un agent de son développement. Elle ne serait pas ce qu'elle est maintenant s'il n'y avait plus Bourges. Mais en même temps, inextricablement, Bourges s'est servi de l'école. Et ça se comprend très bien. Ses positions politiques, tout ça, l'ont conduit à l'exil à Yaoundé. Il faut revenir en France pour reprendre les choses. On construit donc le studio, pas celui dans lequel vous êtes maintenant et qui est, vous le savez, installé dans la morgue. Vous savez pas? Je vous ai... Oh, j'en ai eu beaucoup. La grande cheminée dans la cour de l'école, c'est quoi? C'est la cheminée de la morgue. On brûlait les macabées dans les locaux où vous recevez vos enseignements. Et quand on a été réinstallé dans l'Institut de physique, et l'Institut de physique comportait l'annexe de la faculté de médecine, en bon français, la morgue. Oh. Ça va mal, remettez-vous, mademoiselle. Accompagner une promotion en voyage d'études, ça ne lui arrivait qu'une fois, à ma connaissance, c'est quand Pierre Mauroy était Premier ministre et qu'il avait invité l'école à Matignon. Et ça s'était pas très bien passé. Ça avait mal commencé, je me souviens. Moi, je n'en étais pas cette fois-là, c'est le seul que je n'ai pas fait. On enterrait ce jour-là ma maman. Et donc, Mouche, content ou pas, vient de prendre la direction, le départ. Et il avait recommandé la veille aux étudiants de bien mettre une cravate. C'était rare, hein, ils n'aimaient pas trop les cravates, les étudiants. Et je me souviens qu'un des voyageurs, dont nous passerons le nom sous silence, était arrivé avec 5 cravates côte à côte. Et ça avait mis Mouche de mauvais poil. D'autant plus qu'arrivé à Matignon, l'intéressé et plusieurs autres avaient fait honneur au buffet. Et puis qu'il s'était rendu malade et que, qu'était atroce dans l'autocar du retour. Et je crois, non. Et alors moi je revenais des voyages d'études toujours en disant non, c'est la dernière fois, c'est trop dur et tout. Et j'entends encore André me répondre, je vais enregistrer tes propos. Ça c'était son péché mignon, ça, de menacer les gens et d'enregistrer leurs propos. De même que la formule qu'on entend souvent en pareil cas, je parle sous le contrôle de. Mouche parlait sous le contrôle de.
cher André. Donc voilà parti avec la promotion, la 63e promotion, direction l'Allemagne, d'abord Bonn et les exposés à gogo, puis Berlin. Ça se passe fort bien et quand on était à Berlin, il y avait la possibilité d'aller à l'est et il y avait aussi la possibilité d'aller à l'ouest du côté du mur. Et nous revenons. Et l'année suivante, nous repartons à l'invitation de la même fondation avec la 64e promotion, et ça, je le retiens que c'est la promotion de Jérôme Fenoglio. C'est la promotion de Soisig Bouju, de Muriel Jaouen, etc., etc. Et les types s'en vont librement donc, du côté du mur, et soudain, ils découvrent cette inscription sur le mur de Berlin: du pain, du vin, du Maurice. Ça peut pas être Maurice Schumann. C'est la 63e promotion qui a laissé une trace. Alors, à ce moment-là, il y a toujours un reporter, dit-on, mais au moins il y avait une photographe, Claire-Marie Combe, qui est maintenant patronne de FR3 à Limoges, a la photo, a son appareil et prend la photo. Le soir même, tant pis pour mon amour-propre, le mur tombe. Et tout ça tombe en morceaux innombrables que plus personne ne reconstituera. Alors, pour l'auteur du bombage, de lourds soupçons pèsent sur, mais je ne dis pas son nom dans ce document. Il faudra bien, je ne veux pas mourir sans savoir. Mais sur la photographe qui a pérennisé la chose, alors j'en ai... alors évidemment tout se perd en pareil cas, le mur bien sûr, mais cette photo non, et elle est toujours là. Et je voulais qu'elle fasse partie de notre petite fête. Merci d'une. Quelqu'un de bien placé, quoi, nous avait glissé dans le tuyau de l'oreille. Patricia Dormal, mon assistante qui m'accompagnait, et moi-même, que la chute du mur, c'était pour Berlin. Pour le lendemain, pardon. Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Et je m'étais dit, moi, conscient, organisé, Maurice, la journée de demain va être dure, donc fais d'abord une bonne nuit. Et j'étais me coucher dans cette auberge de la jeunesse où la chambre de l'accompagnateur était soigneusement isolée, une porte qui donnait sur les locaux communs et une porte sur la chambre. J'ai l'impression de vous avoir déjà dit ça. Non, le cas échéant, on prendrait la meilleure. Alors, je me retire et me prépare pour une bonne nuit qui a été excellente. Mais les étudiants étaient mieux renseignés que nous ne l'étions. Il y avait un membre de la promotion qui s'appelait Vinclair. Et je crois qu'il avait un parent haut placé dans l'état-major français à Berlin. Et par Vinclair, ils ont su que c'était pas pour le lendemain, que c'était pour la nuit. Alors, gentils garçons et gentilles filles, hein, ils n'ont pas voulu laisser Momo en retard. Ils ont trouvé ma chambre, ils se sont mis à tambouriner sur la porte, mais ils pouvaient toujours tambouriner sur la porte, il y en avait une deuxième et un sas entre deux, moi j'ai rien entendu. Ils sont partis ensuite, ils ont goûté du canon à eau, je pense vous avoir fait voir, non, vous me dites que non. Soisig Bouju avait mis son appareil photo sous son chandail. Au moment où les canons à eau donnaient à pleine mesure. Et chaque fois qu'elle prenait une photo, hop, elle apparaissait en petite tenue, tac, prenait sa photo, puis reprenait. Et alors, moi, quand je suis sorti de mon bon sommeil réparateur, tout avait déjà eu lieu. Et les étudiants, trempés comme des soupes pour la plupart, étaient dans leur lit. Et je me suis retrouvé seul dans Berlin à 5 h du matin. Et c'est une expérience qu'en valait une autre. Je n'avais pas connu
les effets de foule, j'ai loupé Rostropovitch au pied du mur, tout ça, oui, j'ai tout loupé. Mais ce que je n'ai pas loupé, c'est les citoyens allemands d'Europe de l'Est qui avaient touché un pécule. Tous recevaient, je sais plus, une centaine de Deutschmark et qui achetaient en Allemagne de l'Ouest ce qui avait été pour longtemps un rêve. En particulier, je me souviens d'un point précis, les bananes. Vous ne savez pas ce que c'était? Vous voyez des bananes pour la première fois, ou alors des appareils de radio très très sophistiqués et dont ils n'avaient pas d'idée de l'autre côté du mur. Alors, je ne vais pas dire que c'est lui qui m'a foutu dehors, mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Il est arrivé directeur dans des circonstances difficiles. On était très surveillés par l'URSSAF. Il avait peur d'être pris en faute, parce que l'URSSAF guettait vraiment. Hein. Et donc, en continuant pendant 5 ans, de 94 à 99, d'être pigiste, je donnais un cours. Mais dans l'établissement dont j'étais retraité, j'étais hors la loi. Alors Hervouet, il n'a pas eu envie d'être hors la loi, il n'a pas eu envie d'aller en prison. Et donc il m'a dit désolé, bon. Mais je n'en veux à personne. Non, tout ça, j'en veux à personne, c'était la vie. Toujours aimé mon boulot. Et Bourges dit qu'il aime l'Afrique comme on aime une femme. C'est vrai que moi j'ai aimé l'école comme une femme. Oui. Françoise n'est pas là pour corriger, donc j'en profite. On dit que j'aurais vu passer 2000 étudiants. Après tout, c'est pas invraisemblable. Des promotions d'une 50aine d'individus en moyenne, 60 vers la fin. 40 ans multiplié, ça fait 2000. Et j'aime dire, en me vantant un peu, que j'ai un souvenir par ancien étudiant et 2 souvenirs par ancienne étudiante. Ce qui tend à prouver qu'il y a là quelque chose d'hormonal. Pardon, il ne faut pas rire. Non, je ne peux pas choisir, c'est impossible. Je verrai peut-être le centenaire d'une. J'espère. Ouais, bah si je le vois pas, vous me raconterez.